Madame, Monsieur, bonsoir. Ce dimanche 1er octobre 2017 est une journée singulière dans l'histoire du Cameroun. Des manifestations prévues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont frappées d'interdiction selon les autorités pour empêcher l'annonce d'une partition du Cameroun. Au-delà de ces conjectures factuelles, il faut bien convenir que la crise anglophone a pris une proportion inquiétante au point qu'il y aura bien un avant et un après 1er octobre 2017. Devant cette situation, la classe politique se mobilise comme jamais pour indiquer les pistes pour une sortie de crise. À ce titre, nous recevons ce soir Victor Onana. Bonsoir Victor Onana. Bonsoir, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, vous êtes le président de l'Union des populations du Cameroun. C'est bien cela? Oui. Alors, avec vous, nous évoquons ce soir la crise anglophone au Cameroun aujourd'hui et les solutions qui peuvent lui être trouvées dans l'avenir. Alors, première question, Victor Onana, que peut-on dire de la crise anglophone aujourd'hui? La situation est grave, perdue ou encore récupérable? En tout état de cause, si on s'en tient aux déclarations de certains protagonistes de cette crise, elle ne peut pas être plus grave. La seule gradation qui reste, c'est la guerre. Donc, quand vous entendez des gens prononcer le mot sécession, je ne sais pas si dans un pays ou même dans une famille, il y a plus grave que séparation. Il n'y a pas plus grave que séparation. Donc, c'est une crise grave. C'est une crise très grave même. Mais il ne faut peut-être pas l'exagérer. Je crois qu'elle a une solution en elle-même parce que le Camerounais n'est pas prêt à suivre ce genre de propositions, ce genre d'offres politiques, parce que le Camerounais est fondamentalement attaché à son unité et à son intégrité territoriale. Est-ce que vous pensez que l'idée de sécession soit majoritaire à l'heure qu'il est dans les régions anglophones? Pas du tout, pas du tout. Mais vous savez, généralement, les agitateurs ont toujours plus de prégnance sur une actualité que ceux qui restent calmes, que ceux qui sont quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains agitateurs, profitant de revendications tout à fait fondées, qui avaient été faites aussi bien par les avocats que par les enseignants, ou que et même par tout un corps social qui se trouve de ce côté-là, les besoins d'infrastructures, les besoins de prise en charge par eux-mêmes de leur avenir, c'est-à-dire la décentralisation et tout le reste. Ils ont profité de cela pour essayer de mettre leur calendrier, leur propre agenda en exergue. Parce que les déclarations, les revendications de sécession, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de novembre, mais elles datent bien de bien plus longtemps avant. Mais bon, ils n'avaient jamais trouvé l'emprise sur le peuple camerounais ou sur les régions dans lesquelles ils exprimaient cette revendication. Ils ont profité du fait que ces revendications ont été faites et qu'avec l'atonie du gouvernement à répondre positivement à un certain nombre de revendications, même lorsque celles-ci sont fondées, ils ont essayé de profiter et effectivement ils en ont profité pour faire progresser leur propre agenda. Donc pour vous, le gouvernement n'a pas du tout répondu aux attentes de la partie anglophone à l'heure qu'il est? Ce n'est pas seulement une partie, les attentes d'une partie anglophone, si c'était que ça, si c'est un problème linguistique, je ne pense pas que ce soit suffisant pour arriver aux excès que nous avons eus là. Parce que d'abord, linguistiquement parlant, je ne pensais pas que les régions dites anglophones se caractérisaient surtout par leur connaissance uniquement de l'anglais. Il y avait d'autres problèmes linguistiques. Il y a d'autres problèmes linguistiques entre les relations avec les autres dans nos régions et ainsi de suite. Moi, je suis Hundo. Je ne pense pas que ma langue soit le français. C'est une langue de communication comme une autre, le français, qui peut changer du jour au lendemain. Qui peut changer du jour au lendemain. Et il y a mes enfants, je ne sais pas s'ils continueront à parler français ou s'ils parleront autre chose. Certains font l'anglais, d'autres font le chinois, ainsi de suite. Demain, est-ce que ceux-là, au lieu de se revendiquer Ewondo, parce que ce sont mes fils,
hein, ils se revendiqueront chinois ou bien allemand ou bien je ne sais plus quelle langue. Donc au-delà de la question de l'anglais, il y a des problèmes beaucoup plus profonds alors. Bien sûr, il y a des problèmes beaucoup plus profonds qui sont liés à la prise en compte, hein, des besoins des territoires, hein, des besoins des territoires pour s'exprimer. On ne peut pas comprendre que depuis 1996, la décentralisation ait été affichée, votée, et que jusqu'aujourd'hui, on nous voit pour son application. Mais le gouvernement dit que la décentralisation est en bonne marche. Il y a eu tout un cabinet du Premier ministre, toute une réunion du cabinet du Premier ministre consacrée à la question de la décentralisation, avec des indications précises. D'ailleurs, même le ministre de l'administration territoriale dit que la décentralisation a atteint un pourcentage important. Vous savez, les déclarations ne convainquent que ceux qui veulent y croire. Nous sommes sur le terrain et nous voyons que ce n'est pas tout à fait ça. Je vous prends un exemple flagrant. D'où vient-il qu'il y ait encore des délégués du gouvernement? D'où vient-il que dans nos régions, nous n'ayons pas de conseillers régionaux, que nous n'ayons pas de présidents des régions, à défaut d'avoir des gouverneurs des régions élus? D'où vient-il cela? Et on parle de décentralisation. D'où vient-il que les marchés, hein, les réalisations au sein de dans nos arrondissements, dans nos communes, dans nos collectivités locales, hein, sont toujours coordonnés à partir de Yaoundé? Ce qui signifie qu'en fait, on n'a pas donné le pouvoir à ceux à qui on devait donner, peut-être parce qu'ils sont mal désignés aussi, peut-être. Mais toujours est-il que on n'a pas fait une véritable décentralisation. Ce n'est pas une question de déclamation, la décentralisation. C'est une question de réalisation, d'effectivité. C'est-à-dire, on montre que, effectivement, voici les pouvoirs qui ont été transférés aux régions et ils les assument. Et ces régions les assument pleinement, quitte à ce que il y a la CONAC, il y a tout le Consupé et tout ce qu'il faut. Ils peuvent aller vérifier. Le pouvoir central a un moyen de contrôle. Mais ce n'est pas à lui, aujourd'hui, de continuer à régenter les régions comme il le fait aujourd'hui. Alors, Victor Onana, il y a que l'une des revendications phares, justement, l'une des revendications phares dans la zone anglophone tient de ce que la décentralisation n'est pas mise en place, qu'il n'y a pas suffisamment d'autonomie. Alors qu'il est qui, trouvez-vous, est le plus responsable de cette situation? Est-ce le président de la République qui n'arrive pas, qui n'est pas parvenu à faire ce qui aurait pu sauver, du moins amener une accalmie dans ces régions, ou alors les deux partis ou les anglophones qui réclament un peu plus? Je rappelle à tous que ce n'est pas seulement les régions anglophones qui revendiquent un certain nombre de choses. Vous avez vu ici dans nos régions, il y a eu des mémorandums à gauche, à droite, où chacun réclame quelque chose. Quelques-uns ont même dit, on a été négligé, mais il n'y a pas que là-bas qu'on est négligé. Il y a d'autres régions ici qui sont largement négligées et qui contribuent pourtant grandement à la production nationale brute, à la production nationale. Donc, ce n'est pas seulement ces régions. Mais en ce qui concerne l'autonomie des régions, c'est l'État qui doit transférer les pouvoirs qu'il a vers les régions. Donc, le premier responsable de cette absence de transfert, de cette absence d'autonomie, c'est bien le pouvoir central. C'est bien le pouvoir central. Et vous savez, malheureusement, à force de trop centraliser le pouvoir, on finit par créer une hydre qui finit par vous dévorer. Dans le cas d'espèce, le président de la République a concentré tellement de pouvoir entre ses mains qu'aujourd'hui, personne ne peut prendre de décisions en ces lieux et places, même lorsque celle-ci relève d'un ministère ou d'une administration donnée. Tout le monde attend, et je ne vous apprends rien, vous avez dû le constater. Chaque fois qu'il y a un problème, on dit, on attend la décision de la présidence. On a envoyé à la présidence, on a envoyé à la présidence, on a envoyé à la présidence. Eh bien, du coup, il y a une hypertrophie de la présidence qui fait que personne ne sait plus qui fait quoi. Et personne n'est plus responsable de quoi que ce soit. Je crois que la décentralisation doit d'abord commencer par
un renvoi d'un certain nombre de pouvoirs aux ministères, aux administrations, par le président de la République lui-même. Et maintenant, de ces administrations vers les collectivités territoriales en fonction des engagements contenus dans les lois de décentralisation. Alors, Victor, en attendant d'en arriver là, il se trouve que les manifestations prévues dans le nord-ouest et le sud-est ont été interdites. Est-ce que la démarche du gouvernement sur ce plan-là vous paraît cohérente? Mais bien sûr, elle est très cohérente. C'est ce qu'il fallait faire. Je crois, oui. Vous savez, ce serait pire encore si on laissait d'abord les manifestations avoir lieu et qu'on était obligé de les réprimer. Et à ce moment-là, on décrirait le nombre de morts, et ainsi de suite, et ça aggraverait plus la crise. Le gouverneur, c'est un fonctionnaire. Et aucun gouverneur ne peut accepter qu'il y ait du désordre ou bien des affrontements dans sa région. Aucun gouverneur. Donc, sa première réaction, c'est empêcher qu'il y ait du désordre. Or, dans une opération comme celle-ci, où des gens prétendent aller déclarer la création d'un État, le gouverneur n'a pas d'autre choix que de l'interdire. On ne peut pas avoir deux États dans un État. Donc on est certain que ceux qui veulent manifester à Bamenda et Boya, c'est pour déclarer la création d'un État. En tout état de cause, aucun d'entre eux n'a déposé de déclaration tout simplement pour aller éventuellement faire un mariage. Ils ont fait une déclaration par rapport à un contexte particulier. Le 1er octobre aussi a une signification particulière. Moi personnellement, et l'UPC je crois aussi, ne comprend pas, n'a jamais compris pourquoi on a enlevé le 1er octobre comme une date de mémoire pour le Cameroun. Une fête nationale, par exemple. Une fête nationale pour le Cameroun. D'indépendance. Ouais. C'est une fête de la réunification. Oui, tout à fait. C'est une fête de la réunification. Parce que la réunification elle-même a été votée le 11 février. Et vous observerez que le 11 février a aussi été effacé pour faire une fête de la jeunesse. Mais c'est ce jour-là qu'il y a eu référendum pour 1961 et que la déclaration de réunification totale, elle a eu lieu le 1er octobre. Donc, ce sont des dates qui devraient être fêtées. Mais lorsque maintenant on transforme une date en une manifestation qui, au lieu de matérialiser la réunification, même si elle a beaucoup de travers, beaucoup de torts, il y a beaucoup d'incorrections dans cette opération de réunification, mais elle a au moins l'avantage d'exister. Elle a au moins l'avantage d'exister. Et donc, je comprends tout à fait que le gouverneur puisse interdire et que l'État, dans ses missions, prenne des dispositions pour qu'il n'y ait pas de manifestation ce jour-là. Est-ce que vous comprenez aussi ceux qui s'interrogent sur les marches projetées sur les marches du RDPC à travers le pays ce même 1er octobre? Dans ces régions-là, si c'est dans ces régions-là, elles doivent être interdites elles aussi. Elles doivent être interdites elles aussi. Et d'ailleurs, j'ai condamné la marche qui a eu lieu lors du début des revendications, notamment en novembre, où le RDPC qui était prévu à Bamenda. Voilà, qui était prévu à Bamenda. C'est une provocation. Et je ne sais pas pourquoi on a autorisé celle-là, et elle a failli dégénérer. Donc, on aurait dû l'interdire aussi. On devrait interdire toute manifestation dans ces régions-là. Et je crois que c'est cette décision-là qui a été prise. Maintenant, ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe maintenant dans les zones où on est un peu plus libre. Si on autorise au RDPC à faire des manifestations, eh bien, il faudrait qu'on autorise aussi des manifestations de ceux qui peuvent éventuellement avoir à manifester ce jour-là pour des raisons et pour d'autres. Il ne faut jamais faire deux poids, deux mesures. Par exemple, manifestation et pour d'autres, on met quoi dedans? Pour des raisons et pour d'autres, vous dites, on met quoi dedans? Par exemple, s'il y a des Camerounais qui disent, nous allons marcher pour que on écoute les anglophones, pour qu'on comprenne, on pose véritablement leurs problèmes sur la table. Vous pensez que l'administration doit autoriser cela? Je ne le pense pas. Ça, c'est pour d'autres raisons. Je ne le pense pas. Mais je crois qu'on serait fondé parce que, voyez-vous, ça fait depuis
pour prendre le cas de l'UPC seulement, depuis 2014 que nous revendiquons ce dialogue inclusif qui permettait de poser tous les problèmes sur la table. Nous ne sommes manifestement pas écoutés, pas par le peuple camerounais, mais par le pouvoir. Nous ne sommes manifestement pas écoutés par le pouvoir. Qui ne veut pas Parce de que dialogue. si vous remarquez aujourd'hui, tout le monde revendique ce dialogue. Tout le monde réclame ce dialogue. Donc nous avons été écoutés par le peuple. Nous reviendrons sur cette question du dialogue, mais Voilà. nous allons d'abord évoquer d'autres aspects avant d'y venir. Alors, c'est qu'il faut... vous parliez tout à l'heure, avant cette question de manifestation, de la question du référendum de 1961 qui vous semblait, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'incorrections. Comment faut-il comprendre cette question Voyez-vous, pour prendre le cas de l'UPC qui est le parti le plus ancien et qui a conduit les revendications jusqu'à l'indépendance et même la réunification. L'UPC, dans son projet politique, avait prévu que la réunification devait avoir lieu avant l'indépendance. Pourquoi réunification? On n'a pas dit unification, on a dit réunification. Réunification vient de réunir ce qui a été désuni. Réunir ce qui a été désuni. Et pour la petite histoire, le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui, c'est une émanation de la conférence de Berlin de 1884. Tout à fait. Et le Cameroun avait pour capitale politique Buea et pour capitale économique Douala. Donc, les séparations qui consistent à dire qu'il y avait un Cameroun occidental, il y avait un Cameroun oriental, ainsi de suite, il n'y avait pas. En 1901, voilà. lorsque le Cameroun donc, la naissance du Cameroun est vous comprenez qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui Cameroun occidental, Cameroun oriental. Il y avait, bon, comme il faut bien indiquer le pays, selon ces 4 points cardinaux, il y avait le Cameroun du Nord, le Cameroun du Sud, le Cameroun de l'Est et le Cameroun de l'Ouest. Ça, c'est normal. C'est les 4 points cardinaux, ça c'est obligatoire. Mais il n'y avait pas cette séparation Cameroun occidental, Cameroun oriental. Puisque la capitale politique du Cameroun, c'était Buea. Dans la dénomination connue, on dit c'est le Cameroun occidental. Et dans la capitale politique, c'était Douala. Dans la dénomination connue, c'était le Cameroun oriental. Nous avons dit, et malheureusement, en 1920, après la perte de la Première Guerre mondiale par l'Allemagne, la SDN a confié la tutelle aux deux puissances qui avaient combattu l'Allemagne et qui l'avaient défaite. Mais sur la base d'une seule langue, ce n'est pas parce que vous avez plongé un morceau de bois dans un lac qu'il devient immédiatement poisson, qu'il va devenir poisson. Ce n'est pas parce que nous avons emprunté quelques langues de ceux qui assuraient la tutelle que nous avons changé de pays. Donc pour vous, pour l'UPC, si la réunification était intervenue avant... il n'y aurait pas tout ce problème. Il n'y aurait pas ce problème. Comment cela? D'abord, parce que il n'y aurait pas eu le Cameroun occidental, le Cameroun oriental. Il n'y aurait jamais eu. Parce que le Cameroun serait revenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est-à-dire le Cameroun dans un territoire. Un pays, c'est d'abord un territoire. Avant d'être un ensemble de populations. C'est d'abord un territoire. Un pays, c'est d'abord reconnu dans ses frontières. Et maintenant, tous ceux qui sont à l'intérieur peuvent se partager, peuvent se diviser comme ils veulent là, mais à l'intérieur d'un territoire. Donc, s'il y avait eu cela, il n'y aurait pas eu, premièrement, cette affaire-là. Évidemment, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, c'est-à-dire Ahidjo, il avait surtout en tête pas cette revendication que portait l'UPC, mais il avait en tête d'assumer d'abord le pouvoir, même si c'était dans son village, pourvu qu'il soit dit appelé président. Ahidjo était obnubilé par le pouvoir. Il fallait absolument... La France aussi d'ailleurs. La France aussi. Parce que la France, au lieu de porter au moins le projet politique que disait l'UPC, même si on avait écarté l'UPC des arcanes du pouvoir, au lieu de porter, de soutenir la France a voulu jouer les malins. Elle a voulu jouer les malins et elle a donc convaincu Ahidjo, parce qu'Ahidjo, à l'époque, qu'est-ce qu'il pouvait faire sans la France? Rien. Donc, le tort que nous reprochons à Ahidjo, c'est un tort que la France peut tout à fait bien porter, en est responsable. Toujours est-il que l'indépendance a précédé la réunification. Maintenant, il fallait quand même aller vers la réunification. D'abord, nous avons été coupés d'une très grande partie de notre territoire. Au terme du référendum du 11 février 61. Ce référendum a validé une certaine situation.
Maintenant, on a eu cette situation. Il y a une partie de ceux-là qui donc ont accepté de rejoindre le Cameroun, qu'ils n'avaient jamais quitté d'ailleurs, qu'ils n'avaient jamais quitté. On a rejoint. Mais maintenant, dans la gestion de ce référendum, manifestement, si on s'en tient à ce que disent ceux qui avaient participé à la conférence de Fumban et ainsi de suite, les engagements n'ont pas été tenus par certains. Les engagements n'ont pas été tenus par certains. C'est-à-dire par Ahidjo et par d'autres. Mais on ne peut pas reprocher tout seulement à Ahidjo. Les engagements n'ont pas été tenus, y compris par ceux qui représentaient cette zone-là. C'est-à-dire John Goufoncha, Tandemuna et tout le reste. Gomjoa. Et bien sûr, Oui. manifestement, ils n'ont pas insisté pour que les garanties ou bien pour que les engagements soient tenus. Oui. Bon, ils se sont contentés d'assumer les parcelles de pouvoir qui leur étaient concédées. Hein? Ils se sont contentés d'assumer cette parcelle de pouvoir. Bon, maintenant la situation est là. Donc il ne bronche pas lorsqu'Ahidjo commence à désosser toute l'architecture des accords. Mais jusque dans les années, Ahidjo est parti, Biya est venu, même après la mort d'Ahidjo, Biya a continué avec eux, non? Oui. Ils ont continué. Tandemuna, c'est à sa retraite qu'il est parti. Hein? Bon, les autres ont eu la bonne idée de mourir avant. Oui. Donc bon. Alors, est-ce que finalement, est-ce que le référendum de 1972, aujourd'hui, tel qu'on regarde la situation, il était une bonne option ou finalement... Il 72 oui, tout à fait. Est-ce qu'il aurait été une bonne option? Non, je ne peux pas le penser. D'abord parce qu'il n'a pas été discuté. Il n'a pas été discuté avec, en fait, comme disent quelques-uns, le référendum, c'était la question, c'était voulez-vous ceci? Et la seule alternative, c'était oui ou oui. Hein? C'était pas oui ou bon, non. Comme dirait d'autres, c'était oui ou yes. Bon, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il y a certains points de ce référendum qui auraient mérité une plus grande discussion et un accord plus important de ceux qui avaient signé les accords de 1961, les accords de Fumban. Mais qu'à cela ne tienne, un accord, lorsque vous estimez que cet accord-là peut-être est désuet, on peut discuter, mais ce n'est pas une raison de remettre en cause la nature de l'État. Mais est-ce qu'on s'est montré un peu, est-ce qu'on s'est montré ouvert aux revendications de la partie anglophone? Je parlais d'ailleurs sur Ahidjo. Ouais. On avait nommé John Goufoncha vice-président pendant la période de la fédération, et puis ça a été supprimé. On a revu d'ailleurs, on a revu cette constitution, on est parti à un référendum sans... Est-ce que ce n'était pas finalement à marche forcée qu'Ahidjo a détricoté les accords de Fumban? C'est à marche forcée, bien sûr. Et vous avez vu, moi je peux vous prendre la constitution de 96. On l'a aussi détricoté. On l'a aussi détricoté. Alors, ce que vous avez accepté avec tout le monde, hein, vous le détricotez sans même tenir compte de l'existence des autres. Ça n'a jamais été une bonne chose. Et évidemment, Ahidjo c'était un autocrate. Tout le monde le sait, on n'a pas besoin d'en faire une image. Donc, il a transformé, hein, il n'écoutait que ses propres pulsions de pouvoir, et il a fait ce qu'il a fait. Et ça s'est continué. Ça n'a pas changé. Mais pourtant, on a vendu l'idée qu'il était le père de la nation, le grand constructeur de l'unité nationale. Si je vous dis qu'aujourd'hui, on considère que le Cameroun est né en 1982, il est né le 6 novembre 1982. Qui ça? Ah, vous savez, les turiféraires, ils ont toujours dit ça. Que le Cameroun était... Le Cameroun n'est né qu'avec la présidence de M. Biya, ce qui est quand même une aberration. Et de la même façon qu'on a dit Ahidjo est le père de la nation, de quelle nation? Vous savez très bien que la revendication sur l'indépendance et l'existence de la nation, elle n'a pas été portée par Ahidjo. Au contraire, elle a même été combattue par Ahidjo. Et avant d'en profiter, lorsque celle-ci, cette indépendance, est devenue inéluctable, il en a profité, mais il n'a pas combattu. Je vous rappelle qu'on a délégué les Okala, les ceci, cela, à l'ONU pour aller combattre la revendication d'indépendance et de l'unification portée par l'UPC. Donc, je ne peux pas penser, on ne peut pas dire ça. Père de la nation, mais ça c'est les turiféraires quand lorsqu'ils ont déjà besoin de vous savez, moi je n'ai pas envie de beaucoup commenter cet élément-là parce que bon, il ne faut pas trop remuer les plaies. Il ne faut pas trop remuer les plaies, mais elles sont quand même béantes là à l'heure qu'il est.
Ah oui, mais donc il faut chercher des solutions. Il faut chercher des solutions. Et je crois donc, vous passez, là on parlait d'Amadou Ahidjo, mais quand même, comment on peut comprendre, on entend beaucoup de reproches ici aujourd'hui sur le président Biya. Après 72, il y a quand même qu'en 84, il va encore avoir d'autres amendements, d'autres qui semblaient aussi indiquer qu'on voulait consolider. Si je voulais être manichéen, je dirais entre Ahidjo et le président Biya, il n'y a pas ces bonnets blanc bonnet. Parce que c'est la même politique qui a continué. La même politique a continué. Peut-être qu'au crédit du président Biya, il est un peu plus démocrate quand même. Parce qu'il faut le reconnaître. Il est un peu plus démocrate. Il a moins de sang sur les mains. Ahidjo en avait. Un peu trop. Un peu trop. Et d'autres diront, bon, le contexte n'est peut-être pas le même. Mais il est un peu plus démocrate. La preuve, je peux parler ici, en me revendiquant de l'UPC, du temps d'Ahidjo. Bon, j'aurais déjà la tête qui aurait déjà valdingué dans un panier, comme on savait bien le faire avec Guillotin. Oui. Donc, mais cela ne change strictement rien quant à la politique. Quant à la politique menée. Le président Biya, aujourd'hui, a tous les pouvoirs. Il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Tous les pouvoirs. J'entends quelquefois, quelques-uns essaient de lui trouver des circonstances atténuantes en disant son entourage et ainsi de suite, tout le reste. Je ne pense pas à cette version-là. L'entourage, non. On ne peut pas se tromper d'entourage pendant autant de temps et dire toujours que c'est l'entourage. À un moment, il faut assumer soi-même ses propres erreurs. Et je crois qu'il est temps, probablement, que le président de la République assume lui-même ses propres erreurs, au lieu que certains essaient de se défausser sur un entourage. Sur la crise anglophone, ces erreurs, c'est quoi? C'est d'avoir continué dans la même voie qu'Amadou Ahidjo, d'être autiste. D'abord, d'avoir continué sur la même voie qu'Ahidjo. Oui. De deux, surtout, de refuser toute discussion avec les autres. Vous le trouvez autant condescendant, méprisant à l'endroit de... Je n'irai pas jusqu'à dire cela. C'est ce qu'on entend, par exemple. Je n'irai pas jusqu'à dire cela parce que bon, il occupe quand même une fonction où on ne peut pas utiliser certains mots à son endroit. Mais ce sont des critiques qu'on entend à son endroit. Ces critiques, il y a certaines critiques qui sont fondées et d'autres un peu moins. Mais je dis aujourd'hui, sa réticence à engager le dialogue me pose toujours quelques problèmes. Voilà quelqu'un qui a tous les pouvoirs, quelqu'un qui peut même influencer éventuellement les discussions, en toute honnêteté d'ailleurs, en toute honnêteté. Il peut influencer les discussions. Eh bien, des gens se plaignent qu'ils ont mal quelque part, ils ont ceci, ils ont cela. Bon, vous organisez quelque chose, vous n'envoyez pas des fonctionnaires, des technocrates qui ne peuvent prendre aucun engagement dans une négociation. Ils ne peuvent prendre aucun engagement. Vous les envoyez et vous pensez que vous aurez trouvé une solution à un problème. Non. Ceux-là, quand ils sont devant vous, à la limite, on va poser la question, vous c'est qui? On ne vous connaît pas. Vous n'avez reçu aucun mandat de nous. Vous n'avez reçu aucun mandat de nous. Vous savez, dès le début de la crise anglophone, moi j'ai dit c'est un problème politique. Et un problème politique, solution politique. Alors, quand il y a un problème politique, vous n'envoyez pas des technocrates, des gens qui viennent vous parler de craie, de cahiers ou éventuellement de traduction. Ça s'arrête là. Mais vous n'aurez pas abordé le problème politique qui est sous-jacent à ce problème de traduction, à ce problème de craie, de cahiers. Vous n'aurez pas trouvé de solution à ça. Et on a laissé donc pourrir la situation. Et de telle façon que lorsqu'on commence à aborder les problèmes politiques, il est déjà un peu tard. La surenchère a déjà eu lieu. Chacun essaye de surenchérir, de surenchérir, de surenchérir. Moi, je dis, il y a quelques-uns qu'on a nommés, qu'on a envoyés, ils n'ont jamais brillé avant par leur expérience politique.
on les a envoyés gérer une situation. Ce n'est pas parce qu'on est dans une région forcément. Par exemple, le Premier ministre, vous dites M. Philemon Yang ne vous Je ne pense pas. Je ne pense. À la hauteur non, le Premier ministre, c'était déjà une gradation au-dessus. Mais celui qu'on avait envoyé avant, il est connu, pas pour ses prouesses politiques, il est connu dans d'autres domaines. Pas dans les prouesses politiques, dans les prouesses de négociation. Et pourquoi on l'a envoyé? Au contraire, il a aggravé une situation. Ajouter à cela des mauvais choix tactiques ou stratégiques, des manifestations organisées par le RDPC dans une région qui est déjà chauffée à blanc, hein, ce serait comme une insulte. Et du coup, la situation s'est dégénérée. Quand on envoie le Premier ministre maintenant pour prendre le relais de cela, même le Premier ministre n'est plus écouté. Le Premier ministre, un Premier ministre, c'est une fonction politique. Donc, on présume qu'il aurait pu avoir des réponses politiques à apporter. Mais bon, on sait aussi au Cameroun que le Premier ministre n'a pas les pouvoirs que le politiques. président de la République a concentré Exactement. tous les Donc, le Premier ministre, même le Premier ministre ici au Cameroun, n'a pas les pouvoirs politiques qu'on pourrait reconnaître à d'autres Premiers ministres ailleurs. Donc, du coup, lui-même aussi partait comme plus un technicien que comme un politique. Et on l'a rejeté. Maintenant, il n'y a plus de fusible. Il ne reste plus qu'une seule personne pour pouvoir gérer la situation qui s'est créée. C'est-à-dire le président de la République lui-même. Le président de la République n'a plus de joker dans la gestion de la crise. Il n'a plus de joker. Lui-même doit se mouiller. Il est en face maintenant et c'est lui qui doit pouvoir assumer. Ah mais bien sûr, lui-même doit se mouiller maintenant. Lui-même. Il doit se mouiller maintenant. Mais malheureusement, pour le moment, il ne l'a pas fait. Et du coup, la situation ne fait que s'exacerber. Il faut qu'enfin, ils prennent le taureau par les cornes. Qu'ils disent aux gens, bon, ok, on a compris un certain nombre de choses, on s'assoit. On pose tous les problèmes sur la table. Et quand je dis on s'assoit, je ne demande pas qu'on invite des gens qui sont des casseurs. C'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, militent pour la casse d'un pays. Non, attends, Victor Onana, mais vous dites qu'il ne faut pas qu'on invite ceux qui sont pour la casse d'un pays. Est-ce que vous ne posez pas aussi des conditions qui peuvent s'avérer à la limite draconiennes pour un dialogue qu'on voudrait, pour reprendre l'expression du secrétaire général de l'ONU, inclusif? Parce que dans cette galaxie-là, nous avons aujourd'hui, on peut lister, on connaît, on imagine tous les grands leaders de la zone anglophone, y compris les irréductibles. Est-ce qu'il ne faut pas discuter avec tout le monde? Vous savez, une négociation se passe toujours dans un cadre donné. Si on sort de ce cadre, on ne sait plus ce qu'on va négocier. Lorsque vous voulez entrer dans un cadre, il y a d'abord des préalables. Et le premier préalable, c'est nous sommes une nation, un pays, un et indivisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter la sécession. On ne peut pas. Eh bien, si vous militez pour la sécession, je ne discute pas avec vous. Je vous combats. La seule chose qui reste, c'est vous combattre. Donc, mais nous savons très bien que ceux qu'on appelle sécessionnistes sont ultra minoritaires. Pourquoi allons-nous chercher cela alors que ceux qui ont des revendications toutes fondées, qui veulent prendre leur avenir en main, qui veulent que la Constitution ou les autres éléments de droit qui régissent la nation soient appliqués, pourquoi voulez-vous que nous ne discutions pas? Il faut discuter. Et j'insiste dessus, ce n'est pas spécifique. Certaines de ces discussions-là ne sont pas, certains de ces problèmes-là, de ces problématiques, ne sont pas spécifiques à ces deux régions. Alors, est-ce qu'on ne va pas avoir du mal parce que la situation est devenue un peu plus complexe qu'elle l'était il y a peut-être 8 mois. Est-ce que finalement, les discussions qui avaient été entamées, est-ce que ça n'a pas été une erreur d'interpeller des gens et de les incarcérer au bout des premières discordances de vue? Disons que dans la foulée de tout ce qui se passait, il fallait d'abord restaurer un peu d'ordre. Vous ne pouvez pas discuter alors que les fusils crépitent, lorsque les trucs brûlent, les maisons brûlent, les écoles, et ainsi de suite et tout. Vous ne pouvez pas discuter. Donc, d'une certaine manière, je ne peux pas jeter la pierre
au gouvernement d'avoir retiré du champ de la confrontation ce qui éventuellement l'alimentaient, même quand ils avaient raison. Je prends par exemple les avocats, je prends par exemple les enseignants et tout le reste, même quand ils avaient raison. On les sort d'abord du champ de l'alimentation, de la même façon que je ne me suis jamais opposé au fait qu'on ait bloqué Internet. Parce que le blocage d'Internet a permis de couper un des ingrédients qui alimentait fortement les désordres dans les zones. Mais vous n'accréditez quand même pas l'idée qu'on puisse mettre des gens en prison 8 mois, non, simplement. Une seconde. Donc, je dis, on peut comprendre cela oui, pour ramener de l'ordre. Mais lorsque l'ordre est revenu, il faut bien discuter avec ceux-là. On ne les avait pas retirés de la circulation parce qu'ils avaient commis quelque chose de mal, de criminel ou de ceci, cela. Mais maintenant, c'était pour essayer de couper avec l'ambiance générale. Cela ne peut pas durer, il fallait bien qu'on les sorte. Je ne serais pas allé jusqu'à 8 mois, ainsi de suite, certainement. On aurait dû couper peut-être 1 mois. On aurait pu avoir aussi des mesures. On aurait pu avoir des mesures. À la limite, on les aurait ramenés ici à Yaoundé. Voilà. On les aurait laissés ici à Yaoundé, dans un hôtel, pour juste calmer d'abord la situation. Maintenant, on les a sortis, c'est déjà bien. Je ne vais pas refaire l'histoire. Je ne vais pas refaire l'histoire parce que... Mais est-ce que cette situation, est-ce que ça n'a pas radicalisé la situation aussi? Le fait qu'on ait emprisonné des leaders qui, aujourd'hui, on voit peut-être qu'ils sont débordés eux-mêmes par un flanc plus radical. C'est peut-être inquiétant. D'abord, il faut le dire une chose. Il faut dire une chose. Quand on les arrête, la situation leur a déjà échappé. Bon. En fait, la situation leur a déjà échappé. Ils se sont laissés déborder. Ils n'ont pas été débordés. Ils se sont laissés déborder par ceux qui avaient un autre agenda. Vous savez, on ne les a pas arrêtés dès les premiers jours de la manifestation quand même. On les a arrêtés lorsque les exactions ont commencé. On a commencé à brûler, on a commencé à faire, y compris à marcher sur le drapeau, brûler le drapeau du Cameroun, saccager Babenda et Boya et tout le reste. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à les arrêter. Mais on ne les a pas arrêtés. J'ai vu pendant plusieurs semaines les manifestations d'avocats, on ne les a pas arrêtés. Donc, parce que, voyez-vous, il y a toujours une gêne. Les gens confondent la confrontation politique qu'on peut avoir avec un pouvoir, avec les intérêts de la nation qui sont mis en cause. Le pouvoir est comptable de la nation et il doit prendre les mesures qu'il faut pour arrêter, stabiliser, éviter. Et je crois que certaines mesures, malgré quelques exagérations, mais certaines mesures ont été prises à bon escient. Maintenant, il faut les laisser. Et il y a d'autres qui ont été arrêtés. Eux, c'est des casseurs. Parce que rien ne peut justifier aujourd'hui que parce que vous voulez manifester de ceci, cela, vous venez trouver ma voiture, vous la brûlez. Vous venez trouver ma maison, vous la brûlez. Vous voyez mon enfant, vous vous mettez à le martyriser, à le malmener sous prétexte que l'enfant est parti à l'école. Vous ne m'imposez pas votre point de vue quand même. Alors, si on accepte qu'ils puissent imposer leur point de vue à ceux-là, eh bien, il faut qu'ils acceptent aussi qu'on puisse leur imposer un point de vue, y compris par la force. Et l'État est le seul à avoir la force, le monopole de la violence légitime. Oui. Eh bien, qu'ils acceptent aussi la même violence qu'ils ont employée pour essayer d'embrigader les enfants, de malmener les enfants, qu'on leur impose la même chose. Donc, je dis, il faut discerner entre ceux qui ont eu des revendications purement politiques en utilisant les moyens connus, la grève, la manifestation, même si ces manifestations-là n'ont pas été acceptées, avec ceux qui, on les appelle généralement les casseurs, comme on les voit dans d'autres manifestations, ils sont venus pour faire la casse. Ceux-là, ils ne sont pas excusables. Parce que c'est eux qui font dégénérer et le combat et le sens d'une manifestation. Donc moi je dis, je ne vais pas me mettre à faire dans la fine bouche, parce que si un jour j'avais à gérer le pouvoir, il y a des choses sur lesquelles je serais intraitable. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je serais sur les choses. Il y a des choses sur lesquelles il faut être intraitable, parce que c'est ça la gestion de l'État.
Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'amalgame. Puisque vous dites qu'il y a des casseurs qui disent qu'ils n'ont pas cassé. On a quand même aussi vu ces exactions des forces de l'ordre, quand même, qui parfois ont dépassé. Quand on dit exaction, il n'y a pas à choisir entre forces de l'ordre et ainsi de suite. Les forces de l'ordre, elles sont formées pour ne pas tomber dans les exactions. Eh bien, si quelqu'un tombe dans les exactions, il tombe sous le coup de la loi, il faut agir. Je n'ai pas dit que seuls les manifestants doivent être jugés, punis, y compris les forces de l'ordre. Parce que c'est ça aussi, lorsque vous utilisez mal la force légitime, hein, normalement, vous créez des situations conflictuelles inutiles. Et donc, il faut, le moins qu'on puisse dire, il faut les frapper. Je suis assez écœuré par ce que je vois souvent à la télé, notamment aux États-Unis, où un policier tue de sang-froid quelqu'un et on appelle ça un grand jury qui va s'asseoir et qui commence à raconter n'importe quoi et pour dire que comme c'était un policier, bon, il faut le lâcher et on le lâche. Non. Vous avez commis une erreur, tout le monde doit payer son erreur. C'est tout. Alors, dans cette si vous dites que le président Paul Biya n'a plus de fusibles, est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait absolument, à l'heure qu'il est reconfiguré peut-être la scène politique, on parle d'un remaniement? Est-ce que ça vous paraît une solution un peu les remaniements et autres, c'est des pis-aller. On demande un dialogue. Au terme du dialogue, on saura ce qu'on fera. Un remaniement, c'est un ministre qui remplace un autre, c'est un décrété qui remplace un autre décrété. Quelle incidence? Quelle influence? Premièrement, ayez le dialogue politique qui s'impose. Et lorsque le dialogue politique s'est tenu, et bien sûr, il y a des gens qui seront tenus de mettre ce dialogue politique en œuvre. Et à ce moment-là, si il procède à un remaniement ministériel ou à ce qu'il veut, ça c'est un problème. Vous savez, moi j'ai une idée assez péjorative de ce qu'il y a eu la commission du bilinguisme et tout le reste. Ça c'est un machin. Je le dis, c'est un machin. Qui ne peut rien apporter. Il ne peut strictement rien apporter. Parce que d'ailleurs, il ne s'adresse pas aux bonnes revendications. Il ne s'adresse pas aux bonnes revendications. Cette affaire de dire l'anglais, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un d'apprendre l'anglais. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un de parler l'anglais. Les francophones qui vont au sud-ouest ou au nord-ouest, ils parlent quoi? Ils sont obligés de parler anglais, d'apprendre l'anglais. Les anglophones qui viennent ici à Yaoundé, ils sont obligés de prendre le français. Mais si vous regardez même dans nos zones ici, 60% des parents envoient maintenant leurs enfants dans des établissements où on parle anglais et français. Donc, c'est la nature, c'est la vie même qui l'exige. L'anglais est la première langue parlée au monde. Si vous voulez, si vous voulez voir le monde, si vous voulez aller vers le monde, il faut parler l'anglais. Donc on n'a pas besoin de demander aux gens de parler l'anglais. Vous dites qu'on attend, on demande au président Paul Biya de faire le dialogue. Est-ce que finalement, il y a des craintes que le président Paul Biya ne soit pas un homme de dialogue? On se souvient, en 1991, de sa réponse à la suite de la demande de la conférence nationale. Il avait dit elle est sans objet. Vous savez, bon, quelques-uns s'amusent à dire souvent le président Biya est le maître du temps. Je croyais que le maître du temps, c'était Dieu. Bon, il paraît qu'il a renvoyé son fils. Hein. Bon, il est le maître du temps. Mais le temps ne connaît pas de maître. Le temps ne connaît pas de maître. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. Et renvoyer ce qu'on doit faire demain à demain. La situation est explosive. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on va gérer le temps qu'on va gérer les problèmes? Non. Au moment où on s'engage dans la résolution du problème, peut-être qu'on est déjà déconnecté. Un anachronisme s'est instillé. Donc au moment où vous parlez A, on est déjà à F. Donc vous êtes toujours en train de courir derrière le temps. Donc à partir de A pour rejoindre les autres à F,
vous êtes obligé de courir pour faire B, C, D, E, hein, et ainsi de suite. Donc, les choses doivent être engagées au moment où elles doivent s'engager. J'ai vu une déclaration du secrétaire général de l'ONU. Oui, il ne faut pas qu'on attende. Nous l'évoquerons. Alors, mais est-ce que finalement, le président, il y a un débat qui accourt aussi également, l'absence du président de la République. L'absence du président de la République du pays, le président du MRC, Maurice Kamto, estime qu'il faut sérieusement se poser la question au sujet de la vacance à la tête de l'État. La loi, à ce que je crois, à ce que si j'ai bonne souvenance, la loi a encadré les absences du président de la République. La loi ou la Constitution, elle a encadré les absences du président de la République. Eh bien, si on sort de ce cadre-là, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Donc, moi, je ne sais pas si la loi peut déjà s'appliquer, mais il faut appliquer la loi, c'est tout. D'accord. Alors, puisqu'il le dit, Maurice Kamto le dit, en rapport avec la crise anglophone, pour lui, le président de la République devait être au Cameroun. Ah non, il n'aurait même pas dû aller aux Nations Unies, à l'Assemblée générale. Par rapport à cela, je crois qu'il y a effectivement, on a vu dans d'autres pays, lorsqu'il y avait une crise grave qui éclatait, on a vu qu'avec Rajoy, Mariano Rajoy, il n'est pas parti à Tallinn. Oui. Hier, avant-hier, hier, aujourd'hui, puisqu'il y avait un référendum. Parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur son pays. Oui. Et c'est d'ailleurs les menaces de même nature. Oui, tout à fait. Puisque demain ou après demain, la Catalogne organise un scrutin justement de séparation. Pour gérer ce problème-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est là, sur place. Et je crois que effectivement, il ne faut pas inventer la roue, on ne va pas réinventer la roue. Lorsque la roue existe déjà, il faut prendre de bons exemples. Lorsqu'un exemple est bon, il faut l'appliquer. Et je crois que de ce point de vue, le président serait bien inspiré d'arriver au plus tard aujourd'hui, pour au moins voir ce qu'il peut faire. Parce que je pense que même jusqu'à ce soir, il peut encore parler quand même aussi. Il arrive, il parle. Il faut qu'il s'adresse aux Camerounais. Il peut s'adresser aux Camerounais, oui. Ah, il faut bien qu'il s'adresse aux Camerounais de temps en temps quand même. Parce qu'il ne le fait pas assez. À votre avis? C'est vous le président du parti qui dites, c'est vous le politicien qui contrarie. Non, mais bon, c'est le moins qu'on puisse dire, il ne s'adresse pas assez. Oui. Bon, et je peux vous dire quand il s'adresse, généralement, le 1er janvier, c'est-à-dire le 31 décembre, ainsi de suite, le 10 février, full stop. Bon. C'est pas assez. Manifestement. Alors, le dialogue, vous évoquiez il y a quelques instants, le dialogue, l'expression du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a dit qu'il fallait un dialogue inclusif au Cameroun. Alors, est-ce que finalement, est-ce que là, ce n'est pas déjà quelque chose d'assez inquiétant que l'ONU soit en train de donner des directives au Cameroun, comment gérer une crise qui est pourtant d'abord une affaire intérieure? Je dirais d'abord que je me félicite de ce que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, nous a un peu plagié l'UPC. Oui. Parce que c'est une revendication que nous portons depuis le 8 juin 2014 à l'UPC. Donc, ce qui est très bien. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose que cette affaire-là soit maintenant portée à l'ONU? De mon point de vue, non. On n'avait pas besoin de laisser, parce que c'est quelque chose qui tombe de source, qui coule de source. On n'a pas besoin d'un conseil pour savoir que lorsqu'il y a un problème, il faut dialoguer avec ceux qui portent ce problème. C'est la manière de gérer, quelle que soit la famille, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions, à plus forte raison l'État. Chaque fois qu'il y a un problème, on organise une réunion, au village ou ainsi de suite, on le fait. Chaque fois qu'il y a ça. Donc, on n'avait pas besoin d'attendre, comme vous le dites. Nous, on a exprimé parce que nous sommes demandeurs, comme dirait le président de la République. Nous sommes les mendiants du dialogue. Nous sommes mendiants du dialogue. On le revendique depuis.
Mais nous nous heurtons depuis aussi à un refus dédaigneux de la part, y compris lorsqu'ils disent que nous sommes partenaires. Parce que je ne vous apprends rien. Que vous êtes dans une... Je ne vous apprends rien. Oui, oui. L'UPC est réputé appartenir à une alliance. À une alliance. Eh bien, même les alliés que nous sommes n'avons pas les faveurs de ce dialogue-là. Maintenant que Guterres a parlé, peut-être que ça va aller. Alors vous, mais dommage que cette affaire aille maintenant à l'ONU. Le dialogue inclusif demandé par l'UPC, en quoi est-ce qu'il consiste? Vous savez, un État, c'est une organisation comme une autre. Ça a des principes, ça a des statuts, ce que vous appelez les constitutions, ça a des règles intérieures qui permettent de réguler l'ensemble des relations à l'intérieur. Dans les sociétés, on les appelle les règlements intérieurs et tout un tas de choses. Ça se régénère. Ça se régénère au fur et à mesure que vous vivez. Vous vous apercevez que là où vous avez dit que vous allez faire A, peut-être que le A ne s'applique plus tout à fait. Eh bien, on reprend, on essaie de changer parce que le substrat de tout cela, la substance de tout cela, c'est fluidifier, séréniser, et pacifier les relations entre les citoyens d'un même pays. Eh bien, nous sommes face à une situation, les institutions ne marchent pas. Les pouvoirs ne s'auto-régulent pas. Les relations entre les citoyens ne sont pas fluides. Vous voulez faire un petit sentier, un petit puits d'eau à Monatélé ou à Okong, chez moi. Vous êtes obligé de vous en référer à tel ou à tel. Ce n'est pas fluide. Et pour faire ce chemin-là, je suis à 30 km de Yaoundé. Pour faire ces 30 km pour arriver ici à Yaoundé, pour que votre projet aboutisse, il vous faut 5 ans. Bon. Vous comprenez que les gens ne soient pas contents. Donc, il faut revoir un certain nombre de choses. Le dialogue dont nous parlons, c'est dire que toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et dans ces rapports, voici comment chacun se retrouve. Il faut le faire. Il faut le faire. Tout le monde se plaint de la qualité des relations intersociales dans le pays. Prenons, on dit qu'on est dans la démocratie. Oui. Est-ce que vous trouvez ça très démocratique qu'un organe comme ELECAM, qui est chargé de faire en sorte de pacifier les uns et les autres à travers des processus de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire le processus électoral, oui. Vous pensez que c'est normal, c'est sain qu'une seule personne soit celle-là qui désigne le truc. Alors que la personne elle-même, elle est à la tête d'une organisation partisane. Partisane. Oui. Vous êtes juge et parti. Ne fût-ce que ça. Vous avez un code électoral où il suffit que, comme nous sommes dans un pays où il y a 300 partis, vous pouvez avoir 1%, je dis bien 1%, et vous êtes élu président de la République. 1%. Parce que l'organisation et tout ce qui entoure les élections ne sont pas... Donc et ce n'est pas consensuel. C'est un dialogue, c'est un large dialogue. Ah mais bien sûr, c'est un large dialogue. Mais ce débat avait déjà eu cours entre large et... Qualifiez-le comme vous voulez. Moi, je ne voulais pas mettre un qualificatif. Oui. J'ai dit un dialogue. Il n'y a pas deux types de dialogue. Un dialogue inclusif. D'abord, inclusif parce qu'il faut inclure l'ensemble du corps social. De deux, il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Mais on pourrait mettre aussi la question vous savez que c'est une question qui peut être délicate. On peut mettre aussi la question de l'avenir du chef de l'État à la tête du pays. Est-ce que c'est quand vous dites qu'il n'y a pas de tabou, ça pas là une ligne à ne pas franchir? Mais bien sûr, moi, devant vos caméras,
je le dis, la question de la succession se pose. La question de l'alternance se pose. Pourquoi ne doit-on pas en parler? Je ne sais pas que, bon, je ne voudrais pas, il a 85 ans, je crois. Oui. 85 ans. À 85 ans, je crois qu'on pense plus au repos, y compris éternel, qu'à un avenir promoteur, quand même. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Donc, ce n'est pas faire injure à qui que ce soit que de dire qu'il doit penser. J'ai lu un extrait. J'ai lu un extrait d'une interview de feu Amadou Ahidjo, Oui. par Jacques Chancel. Oui, Jacques, le journaliste Jacques Chancel. Oui. On lui posait la question. À l'époque, il n'avait que 53 ans. Oui. Il avait 53 ans. On lui posait la question de la succession. Oui. Et il avait déjà fait 18 ans de pouvoir. C'est ce qu'il disait. Oui. Il avait fait 16 ans en tant que président de la République et 2 ans en tant que Premier ministre. Oui. C'est lui-même qui disait qu'il a déjà fait 18 ans de pouvoir. Et quand on a fait 18 ans de pouvoir, quel que soit l'âge qu'on a, on pense plutôt à qui va vous succéder. Est-ce qu'il a déjà pensé? Il a dit non, mais bon, mais il y réfléchit parce que, bon, il a déjà fait 18 ans et il pense que c'est beaucoup. Oui. Voilà. Donc, il n'avait que 53 ans. Il y songeait d'ailleurs. Il y songeait déjà. Sur la question, vous trouvez Ahidjo meilleur que Biya? Sur cette question-là, précisément, vous trouvez Ahidjo meilleur que Biya? En tout état de cause, Ahidjo aura fait beaucoup moins de temps. Et il aura pensé à sa succession pendant qu'il y était encore. Ce qui n'est pas le cas de Paul Biya. Pour le moment, je n'ai pas d'indication permettant de penser que c'est le cas. Donc. Alors, pour rester dans le dialogue, il faudra que le président de la République le convoque en mettant quoi? En mettant qui? Quel visage aujourd'hui vous paraissent, quel secteur d'abord vous paraissent capables d'être, vous paraissent importants pour impulser ce dialogue, et puis les visages quand même auxquels on peut penser? D'abord, il y a son propre visage. Je crois qu'aujourd'hui, il a toute la légitimité et tous les pouvoirs pour gérer cet instant-là et même pour gérer sa succession. Il a tous les pouvoirs aujourd'hui et il faut qu'il les utilise à bon escient. Le dialogue auquel nous convions, nous commandons, il faut que lui-même l'initie. Lui-même l'initie, justement. Et que il mette tous les ingrédients à l'intérieur. Il est d'autant plus important qu'il le fasse lui-même qu'il pourra dire « Je n'ai plus rien à prouver, rien à demander, donc ce que je fais, c'est pour la postérité. » Donc il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Ne me demandez pas qui il va faire entrer, parce que tout ce qui... Il n'y a pas. Il y a des acteurs politiques qui sont intéressés par ce débat. Ce n'est pas lui qui les choisit. Ces acteurs politiques se sont imposés sur la scène politique d'eux-mêmes. Donc, leur parti et leur organisation va les imposer. Mais maintenant, le cadre dans lequel cela va se faire, les éléments qui seront discutés et les résultats qui pourraient en sortir, il les maîtrise. Et la manière de les imposer partout. Parce que s'il y a des choses qui doivent être votées, qui doivent passer par référendum ou par autre, je dis ça comme ça, hein, je dis ça comme ça. Bon. Mais vous pensez qu'un référendum serait nécessaire? Vous évoquez le référendum, il serait nécessaire aujourd'hui, puisque il peut y avoir, par exemple, les modifications constitutionnelles. Oui. Les modifications constitutionnelles peuvent nécessiter un référendum, peuvent nécessiter, s'il y a lieu, mais elles peuvent aussi passer par d'autres voies, par d'autres moyens. Encore faut-il que ces moyens-là soient discutés au cours du dialogue inclusif. Qu'ils soient discutés pour que tout le monde soit rassénéré quant à la manière avec laquelle les décisions seront implémentées. Et quelle part doit-on accorder, réserver à la question anglophone dans ce dialogue-là, dans ce dialogue inclusif? La question anglophone, elle pourrait être posée, puisqu'il y en a qui posent en termes de fédéralisme, en termes de ceci, en termes de cela. Elle devra être discutée. Vous savez, moi, je n'ai rien contre le mot fédéralisme. Mais dans le contexte actuel du Cameroun, c'est un mot que je bannis de mon lexique. Et pourquoi?
Tout simplement parce qu'il renvoie maintenant, on l'a galvaudé, et il renvoie à une situation que nous ne voulons pas vivre. Est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre fédéralisme et sécession, Victor Nana? Mais malheureusement, il y a eu un linkage qui a été créé par ceux qui l'utilisent. Donc, pour ne pas... Est-ce que vous-même, vous ne cédez pas à cette panique, à ce linkage-là qui fait que derrière fédéralisme, on voit cette sécession? Je ne fais que constater. Je ne fais que constater un fait. Et donc, pour ne pas gêner qui que ce soit, lorsqu'on vient à une réunion comme celle-là, mieux vaut ne pas utiliser les termes qui peuvent prêter à confusion ou qui peuvent générer d'autres complications. C'est tout. Donc, au cours de ce dialogue-là, le vivre ensemble des Camerounais sera revu, sera posé sur la table. Il n'y a pas de problème. On pose tout sur la table et on essaye. On pourrait appeler ça la Deuxième République. Pourquoi pas? Oui, les constitutions, les débats qui marquent. Voilà, ruptures. la Deuxième République, Troisième République, Quatrième, pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais Alain Qu'il, est-ce que vous pronostiquez qu'on y va, qu'on va vers le dialogue? Vous pronostiquez? Je pense que, au point où nous en sommes, on ne peut pas faire l'économie de ce dialogue-là. Au point où nous en sommes. Il s'impose de lui-même. Et si maintenant, lorsque vous constatez que même le secrétaire général de l'ONU le propose, donc ça signifie que bon, tout le monde a compris ce qui n'allait pas, et que tout le monde a compris qu'au terme d'un dialogue, on peut éventuellement arriver à une solution acceptable pour tous. Alors, vous estimez qu'il faut aller très rapidement à ces dialogues, sans plus attendre? Eh oui, je dirais sans délai. Oui. Sans délai. Et on doit le faire. Vous savez, l'année prochaine, c'est une année de campagne. Oui. Une année de campagne. On ne peut pas aller en campagne alors qu'on a un boulet, alors qu'on traîne des boulets tels que cela. Ces boulets-là sont tels que la campagne sera dévoyée. Alors, on va sortir par là. Quel est le pronostic que vous faites en ce moment sur l'unité du Cameroun? Ça vous semble... c'est bien parti, c'est plutôt mal parti, ou alors il faut désespérer carrément? Non, non, non. Moi, je pense que l'unité du Cameroun n'est pas en danger. Mais il faut seulement gérer les problèmes tels qu'ils se posent avec en vue l'amélioration des conditions de vie de ceux qui souffrent dans nos régions et le respect des lois. Les lois, la première des lois étant la Constitution, évidemment. Si tout cela est respecté, je ne crois pas que l'unité du Cameroun soit en danger. Parce que le Camerounais ne voulait pas vivre ce qu'on vit dans d'autres pays. Le Camerounais est assez intelligent. Et c'est d'ailleurs ça qui a préservé la paix ici, au Cameroun. Parce qu'on ne voulait pas vivre comme d'autres. Et c'est pour ça que, y compris ceux qui voudraient nous entraîner dans des situations telles que celles qu'on voit dans d'autres pays, sont toujours marginalisés. Vous avez vu la réaction de ceux qui sont sortis de prison, bien qu'ils aient souffert dans leur chair. Ils ne sont pas des extrémistes comme on aurait pu le penser. À ce niveau-là, ils agissent un peu comme les UPCistes. Bien que nous ayons souffert, plus que souffert dans nos chairs, nous ne sommes pas en train de faire quelque surenchère que ce soit. Merci Victor Onana. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des populations du Cameroun, UPC, et que vous nous avez fait l'honneur de venir sur ce plateau de Géopolis sur Equinox Télévision discuter avec nous des pistes et des moyens de sortie de la crise anglophone. Merci encore à vous. Merci à vous. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. C'est dimanche, dans le cadre de cette édition de Géopolis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, lorsqu'il sera 20h30, pour une autre édition de Géopolis. À très bientôt, madame, messieurs.